Mesdames et messieurs, je suis quelque peu ému après la présentation trop longue et trop élogieuse que Jean-Marc Ginoux a faite, d'autant que je ne m'attendais pas du tout à parler dans un amphithéâtre aussi impressionnant. J'ai été invité par Jean-Marc Ginoux pour l'inauguration de l'Institut Jules Verne et je n'avais pas réalisé que cette inauguration se plaçait dans un cadre beaucoup plus général dont les personnalités que vous avez entendues tout à l'heure vous ont exposé. Aussi suis-je un peu intimidé puisque le sujet que j'avais choisi était spécifiquement lié peut-être à l'Institut Jules Verne. J'espère ne pas vous décevoir, mais il faut peut-être que je vous dise quelques mots de précaution parce que vous allez peut-être être un peu étonné de m'entendre parler, non pas du tout des dernières découvertes en physique quantique, en astrophysique, que sais-je encore, mais de sujets plus légers. J'espère au moins que vous aurez l'occasion de sourire pendant le reste de la soirée. Il faut que je vous explique pourquoi. On vient de parler, le terme a été prononcé plusieurs fois, de culture scientifique et technique, soit. Mais il me semble que le problème des relations entre science et culture ne peut pas se poser uniquement dans ces termes-là, termes qui consisteraient à penser que les scientifiques doivent partager leur culture avec les profanes. Encore faudrait-il qu'ils soient eux-mêmes suffisamment maîtres de leur culture professionnelle, ce qui ne me semble pas être tellement le cas. Et la raison pour laquelle ça n'est pas tellement le cas aujourd'hui, c'est précisément que trop souvent, les relations entre science et culture sont pensées à sens unique, de la science vers la culture. Or, je pense qu'il faut aussi renverser cette flèche et aller de la culture vers la science. Autrement dit, qu'il faut que les scientifiques soient beaucoup plus conscients, d'une part, de leur culture professionnelle, de son histoire, de son économie, de sa sociologie, de toutes les sciences humaines qui peuvent parler des sciences, fussent-elles inhumaines, mais également des autres formes de culture. Il me semble que la culture, c'est un peu comme la République française, elle devrait être une et indivisible. Dès lors que vous lui accolez des épithètes, culture scientifique, culture artistique, culture cinématographique, etc., vous la mutilez. La culture, me semble-t-il, c'est ce qui fait lien et qui réunit les différentes formes de la création. Et de ce point de vue-là, c'est pour cette raison que, Jean-Marc Ginoux le rappelait tout à l'heure, j'avais proposé la formule de mettre la science en culture de telle façon qu'elle soit une des composantes parmi bien d'autres de la culture. Et ceci veut donc dire que nous avons tout intérêt, nous scientifiques, bien sûr à partager nos connaissances, à diffuser notre savoir, à parler aux profanes, mais aussi, et peut-être d'abord, à les écouter, c'est-à-dire à savoir comment la société nous voit, comment nous sommes perçus, à tort ou à raison, suivant les cas. Et donc cette écoute avant la parole me semble tout à fait indispensable. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer sur un thème très particulier, qui sera la première partie de mon exposé, en prenant une sorte de mythe traditionnel de la représentation des savants, dont vous verrez comment il a parcouru les différentes périodes de l'histoire et donc de la culture. Mais il y a un deuxième aspect. Ce deuxième aspect, c'est que ce partage du savoir que nous devons nous efforcer de faire, ne fût-ce d'ailleurs que pour maîtriser notre propre savoir. Bien d'autres ont dit avant moi que l'on ne comprenait bien que ce que l'on pouvait expliquer. Et c'est effectivement l'expérience habituelle de tout enseignant de sciences, et d'autres choses d'ailleurs, c'est que nous comprenons bien mieux ce que nous partageons, ce que nous offrons, en l'offrant, en le partageant. Et de ce point de vue-là, il me semble très important de mettre l'accent sur le fait que ces savoirs que nous sommes appelés à développer et à partager
ne tombent pas tout cuits du ciel, mais sont l'objet de profondes modifications, remodelages, ratures, réflexions au cours des âges. C'est ce que je tenterai d'illustrer sur un tout petit exemple, très marginal, mais peut-être ces petits exemples sont aussi illustratifs que les grands dans la deuxième partie de mon exposé. Le titre de mon exposé, c'est donc « Puits de science ». Pourquoi les puits? Eh bien, deux aspects, donc. D'une part, les scientifiques au bord du puits. Les scientifiques au bord du puits, c'est une façon d'illustrer ce poncif tout à fait traditionnel qui est celui du savant distrait. Je ne vous raconterai pas les dizaines et centaines d'anecdotes qui courent sur la distraction des savants. On ne prête qu'aux riches et en particulier à Einstein un nombre incommensurable d'anecdotes dont la plupart sont sans doute apocryphes. Il y a beaucoup de livres qui racontent ceci. Je ne m'y aventurerai pas. Je prendrai un thème plus particulier qui est le suivant. C'est que on dit souvent que les savants sont dans la Lune, ce qui évidemment semblerait s'imposer. Ce n'est pas si évident. Les savants sont aussi souvent par terre, comme vous allez le voir sur les illustrations suivantes. Voici le professeur Cosinus qui est en train de se casser proprement la figure parce qu'il n'est pas assez attentif à ce qui se passe autour de lui. Il en va de même pour Tournesol chez Tintin, et voire plus bas encore, c'est encore le savant Cosinus qui disparaît dans un trou creusé sous ses pieds. Eh bien, c'est cette image-là, cette image du savant qui tombe dans un puits, précisément, que je voudrais ici illustrer et commenter. C'est une histoire qui est très longue. De ce point de vue-là, le premier savant distrait est sans doute celui qui a été illustré par une fable d'Ésope, le grand fabuliste grec. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous avez là une gravure médiévale qui était le frontispice d'une édition de cette époque des fables d'Ésope. Voici la fable d'Ésope. Un astronome avait l'habitude de sortir tous les soirs pour examiner les astres. Or, un jour qu'il errait dans la banlieue, absorbé dans la contemplation du ciel, il tomba par mégarde dans un puits. Comme il se lamentait et criait, un passant entendit ses gémissements, s'approcha et, apprenant ce qui était arrivé, lui dit « Hé, l'ami, tu veux voir ce qu'il y a dans le ciel et tu ne vois pas ce qui est sur la terre. » On pourrait appliquer cette fable aux hommes qui se vantent de faire des merveilles et qui sont incapables de se conduire dans les circonstances ordinaires de la vie. Alors cette fable va connaître un écho considérable dans la culture occidentale. Elle va être reprise en particulier à des fins plus profondes, plus philosophiques, par Platon, Platon lui-même, qui dans le Thé et Thète, un de ses ouvrages essentiels, écrit ceci. Et il attribue nominalement l'anecdote à Thalès. Thalès, le grand mathématicien, le grand savant dont vous connaissez tous, ou peut-être le théorème. Thalès observait les astres, mais comme il avait les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de Thrace, fine et spirituelle, le railla, dit-on, en disant qu'il s'évertuait à savoir ce qui se passait dans le ciel et qu'il ne prenait pas garde à ce qui était devant lui et à ses pieds. Voilà donc, amis, ce qu'est notre philosophe dans les rapports privés et publics qu'il a avec ses semblables. Pardon, je suis en train de me mélanger un peu les pédales, je m'excuse, je reviens légèrement en arrière pour vous montrer simplement que la fable d'Ésope a connu une fortune considérable, en particulier à la Renaissance, quand les textes classiques ont été diffusés, et qu'elle a connu de nombreuses illustrations. Je vous en montre deux qui datent du XVIe siècle. Je reviens à Platon. Voilà donc, amis, ce qu'est notre philosophe dans les rapports privés et publics qu'il a avec ses semblables. Quand il est forcé de discuter dans un tribunal ou quelque part ailleurs sur ce qui est à ses pieds et devant ses yeux, il prête à rire, non seulement aux servantes de Thrace,
Mais encore au reste de la foule, son inexpérience le faisant tomber dans les puits et dans toutes sortes de perplexités. Sa terrible gaucherie le fait passer pour un imbécile. Donc vous voyez là la racine de cette thématique qui va se propager, c'est l'idée que les savants n'ont de compétences que dans des domaines très particuliers, très ésotériques, et sont souvent dans l'incapacité de faire face aux vicissitudes de la vie quotidienne, et qu'il est, de ce point de vue-là, tout à fait légitime de s'en moquer. C'est ce que semble dire Platon, mais vous verrez dans un petit moment que l'affaire est plus compliquée. Alors ça va être repris, je vais vous épargner une longue anthologie, mais ça va être repris par exemple par Montaigne. Montaigne qui, dans ses essais, nous sommes donc au XVIe siècle désormais, écrit « Je sais bon gré à la garce milésienne », il ne vient pas de Thrace, je ne sais pas pourquoi, chez Montaigne, il vient de Milet, « Je sais bon gré à la garce milésienne, qui, voyant le philosophe Thalès s'amuser continuellement à la contemplation de la voûte céleste et tenir toujours les yeux élevés vers le ciel, lui mit en son passage quelque chose à le faire broncher, pour l'avertir qu'il serait bien temps d'amuser sa pensée aux choses qui sont dans les rues, quand il aurait pourvu à celles qui sont à ses pieds. Elle lui conseillait certes bien de regarder plutôt à soi qu'au ciel. Donc c'est toujours la même morale. Et c'est la morale qu'on va trouver chez La Fontaine, dans une des fables célèbres. L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Un astrologue, un jour, se laissa choir au fond d'un puits. On lui dit « Pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête ?» Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. C'est l'image de ceux qui bâillent aux chimères, cependant qu'ils sont en danger, soit pour eux, soit pour leurs affaires. Alors vous noterez que la fable de La Fontaine s'appelle « L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits ». Et on pourrait se dire, oui, mais La Fontaine ne parle pas du tout des astronomes, des vrais savants. Il parle des astrologues, des diseurs de bonne aventure, qui ne sont pas des gens sérieux. Eh bien, tel n'est pas le cas, parce que si l'on se pose la question de savoir s'il s'agit d'astrologues ou d'astronomes, il faut d'abord savoir que jusqu'au XVIe siècle, bien compris, la nuance n'est pas du tout claire de ce qui serait une distinction entre les uns et les autres. À preuve, le fait que Kepler, un des fondateurs de l'astronomie moderne, gagnait un peu d'argent en faisant les horoscopes des grands de ce monde. La question de savoir s'il y croyait ou pas n'est probablement pas une bonne question, et je ne m'y attarderai pas. Toujours est-il que dans ce cas particulier et dans d'autres similaires de la même époque, donc le XVIIe siècle, astrologie et astronomie sont très voisines. Je me permets de rappeler ici que la confusion est toujours possible de nos jours, et je me rappelle un discours du président Mitterrand en 1982 lors du grand colloque Recherche et Société, inauguré par Jean-Pierre Chevènement, qui était à l'époque ministre de la Recherche, où le président Mitterrand est parti dans une grande description des progrès de la science moderne, la physique, la chimie, l'astrologie, dit-il. Et la salle de frémir quelque peu. Le fait qu'il s'agisse d'astronomie plutôt que, ou au moins autant que d'astronomie, est clairement démontré par les nombreuses illustrations que l'on trouve dans les innombrables éditions des fables de La Fontaine. Voici une édition illustrée par François Chauveau en 1668, immédiatement à la publication des fables. Vous voyez que celui qui tombe dans le puits, là, à droite, tient dans ses mains, d'une part, un globe armillaire et d'autre part, une lunette de vue. C'est donc bien un astronome. Un siècle plus tard, Jean-Baptiste Oudry, en 1759, fait également tomber dans un puits un astronome avec sa lunette, afin que nul ne s'y trompe. Girardet, en 1802, même chose, c'est toujours un astronome
avec sa lunette comme instrument emblématique, Carl Vernet en 1818, Granville en 1838, David Johannot en 1842, enfin bref, tous les illustrateurs des Fables de La Fontaine, ou presque, ne s'y trompent pas et mettent bien en scène un astronome. Jusqu'à celle que je préfère peut-être, parce que c'est la plus drôle, Gustave Doré en 1868, dans laquelle l'astronome non seulement est tombé dans le puits, mais est en train tout bonnement de s'y noyer. Et l'affaire sera reprise encore un peu plus tard par des artistes beaucoup plus modernes, comme Gustave Moreau, vers 1880. Je voudrais maintenant vous montrer un cas particulier d'une gravure qui mérite peut-être quelque attention. Elle date, celle-ci, de 1791. Et vous voyez, encore une fois, un astronome, costume d'époque, en habit, avec sa perruque, brandissant sa lunette et en train de chuter dans un puits. Dans la légende manuscrite que vous ne pouvez pas lire, dessous dit ceci: l'astronome B, en observant les astres, se laisse tomber dans un puits. Il a tombé de Charybde en Scylla. Alors c'est intéressant de savoir un peu qui c'est que cet astronome B. En vérité, il existe, c'est un personnage historique connu, dont je n'hésite pas au plaisir de vous dire deux mots. Il s'agit en fait de Jean-Sylvain Bailly. Vous voyez ces dates de naissance et de mort, 1736-1793. Jean-Sylvain Bailly est un astronome, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française, qui a fait une très très belle carrière dont je vous donne juste quelques éléments, vous pouvez les lire en vitesse. Le détail a peu d'importance. Ce qui compte, c'est effectivement de vous montrer l'ampleur de sa contribution. Essentiellement d'ailleurs, vous voyez, de 1771 à 1787, une vingtaine d'années à la fin de l'Ancien Régime. Mais Jean-Sylvain Bailly est aussi un homme politique. Et effectivement, à partir de la Révolution, donc en 1789 même, il est député de Paris du tiers-État, parce qu'il n'est ni noble ni religieux, aux États généraux. Et il sera, titre de gloire, le premier député à prêter le serment du jeu de paume, ce qui est illustré par une peinture célèbre que vous voyez là, le personnage du milieu, en noir, avec sa perruque blanche, c'est Jean-Sylvain Bailly prêtant le serment du jeu de paume. C'est si vrai d'ailleurs que sa statue figure dans une des salles de cérémonie du Sénat encore aujourd'hui. Simplement, cet homme politique de la Révolution, donc, va réprimer l'agitation républicaine en 1791, donc avant que la Révolution se radicalise, et c'est lui qui ordonnera la fusillade du Champ de Mars le 17 juillet 1791, qui va être le début d'un schisme entre, disons, la partie la plus traditionnaliste et conservatrice du mouvement révolutionnaire et les masses populaires plus radicalisées. Tant et si bien qu'il va devenir très impopulaire. Il sera arrêté en juillet 1793, c'est-à-dire au moment où la Révolution est obligée de procéder à un certain nombre de mesures violentes. Il témoignera au procès de Marie-Antoinette en sa faveur, ce qui est courageux, et il sera condamné à mort pour avoir favorisé la fuite du roi à Varennes et pour complot contre la sûreté du peuple. Il sera guillotiné le 11 novembre 1793, aussi une gravure qui montre son âge. Voilà, c'était un petit aparté, mais sur un personnage assez intéressant, et je trouve tout à fait illustratif le fait que la gravure ironique, caricaturale qui le montre, reprenne précisément le topos du savant qui tombe dans un puits. Jean-Sylvain Bailly, tu es peut-être un bon astronome, mais tu ne comprends rien aux besoins du peuple. Et tu tombes de Charybde dans Scylla. Alors, cette illustration de l'astronome qui tombe dans un puits, on la trouve dans beaucoup d'endroits, y compris dans beaucoup de livres d'enfants.
ou de, vous savez, les petites vignettes autocollantes qu'on trouvait autrefois dans les tablettes de chocolat, etc. Souvent sous le nom l'astrologue, parce que ça fait allusion à la fable de La Fontaine, mais là encore, vous voyez qu'il est toujours muni de sa lunette. Alors l'interprétation que la plupart de ces textes donnent est bien celle que j'avais proposée au début, c'est-à-dire le savant dans la lune ne prétend pas attention aux choses terrestres et donc incapable de communiquer avec le commun des mortels. Oui, mais ce n'est pas du tout ce que dit Platon. Et Platon a une toute autre interprétation. Contrairement à ce que vous avez pu croire lorsque j'ai lu sa première citation, peut-être je vais la reprendre d'ailleurs, Thalès observait les astres et comme il avait les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de Thrace le railla en disant qu'il s'évertuait à savoir ce qui se passait dans le ciel, qu'il ne prenait pas garde à ce qui était devant lui et à ses pieds. Voilà donc, amis, ce qu'est notre philosophe dans les rapports privés et publics qu'il a avec ses semblables. Sa terrible gaucherie le fait passer pour un imbécile. Oui, mais voici la suite du texte de Platon. Mais mon ami, lorsque le philosophe est parvenu à tirer quelqu'un vers les hauteurs qu'il contemple, et que celui-ci a consenti à sortir de questions comme « Quel tort t'ai-je fait ? Et toi à moi ?» pour passer à l'examen de la justice en elle-même et de l'injustice, et chercher en quoi consistent l'une et l'autre, et en quoi elles diffèrent l'une de l'autre et des autres choses. Si l'homme d'esprit étroit, âpre et chicanier, est contraint à son tour de donner une réponse à la question abstraite, fondamentale, qu'est-ce que la justice? Si l'homme d'esprit est contraint à son tour, d'esprit étroit, est contraint à son tour de donner réponse, il doit subir alors la peine du talion. Autrement dit, c'est contre lui que les choses se retournent. Tel est, Théodore, le caractère de l'un et de l'autre. L'un que tu appelles philosophe, élevé au sein de la liberté et du loisir, ne doit pas être blâmé d'avoir l'air d'un homme qui n'est bon à rien quand il se trouve en face de besogne servile. Quand, par exemple, il ne sait pas empaqueter une couverture de voyage, assaisonner un plat ou tenir des propos flatteurs. L'autre est capable de faire tout cela avec dextérité et promptitude, mais il ne sait pas relever son manteau sur l'épaule droite à la façon d'un homme libre, ni saisir l'harmonie des discours et chanter comme il faut la vraie vie des dieux et des hommes heureux. Et donc vous voyez que l'interprétation de texte de Platon, contrairement à la plupart des commentaires, c'est à l'inverse une apologie de la capacité des savants à sortir du monde commun pour s'élever vers les vérités éternelles, etc. Et donc, entre les deux interprétations, vous voyez que se joue très profondément la question qui, aujourd'hui, se transcrirait en termes plus politiques, du rôle du scientifique dans la société. Est-ce que le scientifique doit suivre les demandes sociales ou est-ce qu'il doit produire de la connaissance pour elle-même sans s'occuper des contingences matérielles? C'est évidemment une question, c'est une mauvaise question telle que je viens de la poser, c'est une question à laquelle il faut échapper pour essayer de trouver un rapport plus dynamique, dirais-je, entre la science fondamentale et le rôle qu'elle peut jouer dans le monde où nous vivons, dans le monde concret où nous vivons. Alors pour ceux que cette question intéresse, je recommande très vivement un livre d'un grand philosophe qui s'appelle Hans Blumenberg et qui est un essai sur le rire de la servante Thrace. Platon, Nietzsche, Heidegger, c'est un livre philosophique. Alors, maintenant, j'étais au bord du puits avec les savants qui menaçaient d'y tomber, et je vais vous parler de toute autre chose, de ce qui se passe, ou plutôt d'ailleurs ne se passe pas, au fond du puits.
Et là, je vais vous parler de notions d'astronomie d'une notion d'astronomie qui a longtemps été entretenue par les meilleurs esprits, mais qui pose, comme vous allez le voir, pas mal de problèmes. Et ça, c'est en... Pardon. Espérons qu'il va se remettre en marche tout seul, ou presque. Oui. Excusez-moi. Ça, c'est en relation avec la seconde thématique que j'avais annoncée dès le début, c'est-à-dire le statut de la vérité scientifique, ou de moins de ce qui est considéré comme une vérité scientifique. Statut, je l'ai dit, je vais l'illustrer sur un exemple précis, statut qui est un statut fragile et mobile et capable de se renverser. Commençons avec Aristote, rien moins. Aristote, dans le traité de la génération des animaux, parle de bien d'autres choses que de la génération des animaux d'ailleurs, et avance l'idée suivante. Une personne qui abrite ses yeux avec la main ou regarde par un tube verra de plus loin, comme pour ceux qui, pour observer les astres, descendent quelquefois dans des trous et dans des puits. Autrement dit Aristote, si vous descendez au fond d'un puits, vous verrez mieux les étoiles. Ben, paradoxe, on descend sous terre pour mieux voir le ciel. Eh bien, cette idée a été très longtemps entretenue, mais aussi pas mal discutée. Et un des premiers à la mettre en doute, c'est Robert Hooke, grand physicien anglais, contemporain de Newton, qui, dans ses Lectiones Keplerianae, écrit ceci. Bien qu'il existe une grande tradition selon laquelle on peut voir les étoiles à l'œil nu en plein jour au fond d'un puits ou d'une mine, je tiens cela pour impossible et pure invention de l'esprit. Car être au fond d'un puits n'empêche absolument pas les rayons lumineux de l'atmosphère sur la ligne de visée à proximité d'offusquer la vue, bien que naturellement les parois du puits puissent arrêter les rayons qui parviennent latéralement. Mais l'idée va continuer à persister. Boscovich, grand physicien du XVIIIe siècle, pendant le jour, on peut voir les étoiles d'un endroit fort obscur, comme j'avais ouï dire qu'on les voyait de la cave de l'Observatoire de Paris. Ce n'est pas un témoignage direct, il l'a entendu dire. J'ai été assuré depuis que cette cave ne suffisait pas pour produire ce phénomène. Je crois cependant qu'avec une vue perçante, on y verrait quelques-unes des étoiles les plus brillantes lorsque le ciel est bien serein. Donc, je ne sais pas trop. Et effectivement, il y a à l'Observatoire de Paris un puits, vous voyez le trou là, au milieu, très profond. Et c'est à ce puits que fait allusion Boscovich. Alors, ces puits, il y en a eu plusieurs qui ont été construits dans des observatoires pour essayer de mieux voir les étoiles, éventuellement d'ailleurs de façon à munir le puits en question d'une lentille grossissante qu'il transformerait en télescope. C'est en particulier le cas d'un puits, s'appelle le puits de Flamsteed. Flamsteed était l'astronome royal le plus important au début du XVIIIe siècle et qui, à l'observatoire de Greenwich, a fait construire un puits très profond de plusieurs dizaines de mètres. Vous voyez ici en coupe. Et là, vous avez un agrandissement plus ou moins visible de ce qui se passe au fond du puits. Au fond du puits, vous avez un astronome qui est couché, là vous voyez tout en bas à droite, et qui regarde tout en haut le bout de ciel qui peut être perçu à travers l'ouverture du puits. Et l'idée, qui n'était pas bête d'ailleurs de Flamsteed, c'était de munir l'ouverture du puits d'une grosse lentille de façon à transformer le puits tout entier
en télescope. Ça n'a jamais marché pour des tas de raisons. La lentille qu'il avait fabriquée n'était pas de bonne qualité. Il fallait quand même une lentille assez grande, de l'ordre, je sais pas, disons 2 mètres. D'autre part, le puits était extrêmement humide et donc l'atmosphère y était très perturbée. Bref, ça n'a jamais marché. Mais vous voyez là l'écho de cette idée, y compris chez un astronome de la plus grande compétence. Je ne peux pas résister à l'envie de vous rappeler que un puits particulier a joué, et cette fois-là un rôle effectif, positif et non des moindres dans l'Antiquité, c'est le puits d'Ératosthène. Le puits d'Ératosthène est celui qui a permis à Ératosthène, donc vers moins 250, de donner une estimation, d'ailleurs fort convenable, de la circonférence terrestre. Alors l'idée d'Ératosthène était la suivante. On avait constaté qu'à Syène, Syène c'était le nom ancien de ce qui est aujourd'hui Assouan, sur le Nil, et qui se trouve juste sur un tropique. Il se trouve donc qu'au solstice d'été, le soleil est à la verticale au-dessus du puits et qu'on peut voir le fond du puits éclairé. Cependant que quelques milliers de kilomètres plus haut, à Alexandrie, tel n'est pas le cas, et on peut mesurer l'ombre portée par un obélisque, disons, qui permet de mesurer un certain angle. Si vous avez cet angle que j'appelle ici θ, si vous avez fait la mesure, ce qui n'est pas tellement commode au temps d'Ératosthène, si vous avez une bonne mesure de la distance entre Assouan et entre Syène et Alexandrie, cette bonne mesure, vous la faites en journée de voyage à dos de chameau, sachant que votre chameau voyage à peu près à tant de lieues, etc. Donc tout ça nécessite pas mal de réflexion. Il se trouve qu'il existe aujourd'hui un vestige dont on peut penser, c'est pas évident du tout, peu probable, mais on peut rêver du fait que c'est le puits d'Ératosthène. Vous voyez là ce puits qui est justement éclairé par un soleil à la verticale. Vous voyez que le fond du puits est effectivement illuminé. Je n'ai pas de photo de l'ombre de l'obélisque au même moment. Alors, je reviens maintenant à la question des étoiles visibles ou non au fond d'un puits. Écoutons maintenant François Arago, un des grands scientifiques français du XIXe siècle, et un personnage d'ailleurs tout à fait extraordinaire et fort sympathique, un savant généreux, dit le sous-titre de sa biographie. Effectivement, Arago a une vie d'abord assez aventureuse quand il est jeune, et puis une fois qu'il est à l'Académie, il va être ministre de la Seconde République en 1948, et c'est lui qui va signer le décret d'abolition de l'esclavage, pas moins, qui sera rétabli par le Second Empire, évidemment, après lui. Et c'est Arago aussi qui, apprenant la découverte des procédés photographiques Qui c'est qui a découvert les procédés de photographie? Le nom mange. Oui, de Daguerre. Voilà. François Arago, apprenant la découverte des procédés photographiques de Daguerre, achète au nom de la République un brevet fort cher, d'ailleurs à Daguerre, et en fait don au nom de la République française à l'humanité. La photographie n'est pas propriété privée, elle ne sera pas brevetée. Un savant généreux, vous dis-je. Et alors, voici ce qu'il écrit dans son Astronomie populaire, ouvrage qui a connu une très très grande diffusion. Il y a tout un chapitre qui est consacré à de la visibilité des astres dans les puits. Arago écrit « Voici ce que je trouve dans le traité de l'astronomie de John Herschel, Herschel, grand astronome. Les brillantes étoiles qui passent au zénith peuvent
même être discerné à l'œil nu par les personnes situées au fond d'une cavité profonde et étroite, comme le sont les puits ordinaires ou les puits de mine. J'ai moi-même entendu raconter par un célèbre artiste que la première circonstance fut l'apparition régulière, à certaines heures, pendant plusieurs jours consécutifs, d'une étoile considérable dans la direction du tuyau de sa cheminée. La rétine d'un œil dirigé vers le zénith doit recevoir des rayons provenant de tous les points de l'atmosphère contenus dans un hémisphère entier et être assez fortement éclairée pour que l'image d'une étoile ne puisse prédominer sur ce fond lumineux. Mais arrêter à l'aide d'un tuyau la plus grande partie de la lumière qui arriverait à la cornée dès ce moment-là, les rayons de l'étoile, concentrés en un point sur la rétine, pourraient prédominer sur ceux qui éclairent le même point, soit directement, soit par voie de diffusion. En tout cas, Arago est prudent, laisse entrevoir que c'est peut-être possible. Et on retrouve l'idée dans un roman de Honoré de Balzac, un roman peu connu d'ailleurs, qui s'appelle Seraphitus Seraphita, où il écrit « De son doigt levé, cet être singulier, c'est un être angélique, d'ailleurs androgyne, comme vous le voyez sur la couverture, lui montra l'auréole bleue que les nuages dessinaient en laissant un espace clair au-dessus de leur tête et dans lequel les étoiles se voyaient pendant le jour en vertu de lois atmosphériques encore inexpliquées. » Et voici Jules Verne maintenant. Hommage à lui. Mais c'est dans le voyage au centre de la Terre, chapitre 11, la descente dans l'abîme, où l'un des personnages tombe, arrivé presque au fond du gouffre, il tombe sur le dos, sans se faire trop mal heureusement, et il y a un moment d'évanouissement. Quand étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de 3000 pieds, 3000 pieds, ça fait à peu près 1 kilomètre, qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui, d'après mes calculs, devait être Bêta de la petite ours. Alors, le seul problème, c'est que cette idée de Jules Verne n'est étayée sur aucune observation réelle, à preuve le fait, comme Jules Verne a très peu voyagé, il fait rentrer ses voyageurs dans son livre dans les profondeurs de la Terre par le cratère d'un volcan islandais qui s'appelle le mont Snæfell, que vous voyez là à l'extrémité d'une presqu'île en Islande. Vous voyez à gauche une illustration de la chute au fond du puits où le personnage est censé voir l'étoile au-dessus de lui. Le problème, c'est que le cratère du Snæfell n'existe pas, ou plus exactement est recouvert par une épaisse calotte de glace que voilà vue de haut et que voilà vue de près. Donc impossible de descendre au centre de la Terre, pardon Jules Verne, mais cette descente dans le cratère du Snæfell était strictement impossible, ce qui veut dire que Jules Verne reprend là un poncif qu'il a lu ailleurs et qui va être repris par nul autre, et vous voyez qu'on avance dans le temps, donc on est quand même à une époque où l'astronomie est une science plus que respectable et bien étayée. Eh bien, Camille Flammarion, le grand vulgarisateur de l'astronomie, écrit dans sa revue, l'Astronomie, il écrit ceci: « Il n'y a là aucun mystère », il fait allusion à la visibilité justement des étoiles vues au fond d'une gorge ou d'un puits, etc. « Il n'y a là aucun mystère et le fait est dû tout simplement à la faible luminosité de l'atmosphère. » Autrement dit, si vous êtes dans le noir, vous devriez voir quelque chose de très clair au-dessus de vous, ce qui est peu compréhensible d'ailleurs. Alors, je passe sur une allusion poétique de Rudyard Kipling et je vous parle maintenant de Sir Robert Ball. On est en 1908 maintenant, c'est-à-dire à peu près au même moment que Flammarion. Robert Ball, c'est pas n'importe qui, c'est un professeur d'astronomie à l'université de Cambridge à qui on doit un certain nombre de découvertes astronomiques
loin d'être négligeable. Et il écrit ceci, dans un ouvrage de vulgarisation, Starland, le pays des étoiles. « Si vous pouvez, en une belle journée, observer le ciel bleu du fond d'un puits de mine, les étoiles sont souvent visibles. Souvent visibles. Les étoiles peuvent aussi être vues dans la haute cheminée d'une usine lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le long tube a l'effet de complètement protéger l'œil de la lumière directe du soleil, de sorte qu'il devient plus sensible et que la faible lumière des étoiles peut alors l'impressionner. » Donc vous voyez, en 1908, début du XXe siècle, il y a à peine plus d'un siècle, l'affaire est loin d'être claire. Bon, pourtant, depuis un certain temps, des gens ont tenté de démolir cette croyance qui se révèle effectivement infondée. Et l'un des plus clairs à cet égard, c'est le grand Alexandre von Humboldt, grand explorateur de l'Amérique du Sud en particulier, grand géographe, et qui écrit un livre extraordinaire, qui est un livre d'histoire naturelle où il brasse la géographie, la géologie, l'astronomie, la botanique, etc. Et dans lequel il écrit ceci: « Ayant été engagé dans des activités minières pendant de nombreuses années, j'ai souvent passé de longues heures au fond de puits profonds où je pouvais observer le ciel. Je n'ai pourtant jamais vu d'étoiles et n'ai jamais rencontré personne, que ce soit dans les mines du Mexique, du Pérou ou de Sibérie, qui ait entendu parler d'étoiles ainsi visibles durant le jour. Pourtant, nombre d'étoiles ont dû passer au zénith des nombreuses mines sous diverses latitudes dans les deux hémisphères d'où j'aurais pu les apercevoir. Les ramoneurs que j'ai interrogés sont tous d'accord pour affirmer qu'ils n'ont jamais vu d'étoiles dans la journée, alors que durant la nuit, le ciel leur apparaît proche et les étoiles plus lumineuses. » Donc là, sur la base de ses propres observations multiples, répétées, assurées, et de témoignages, il balaye la légende. À peu près au début du XXe siècle, où des gens comme Flammarion ou Bradbury croient encore à la possibilité, un bon astronome américain, Curtis, qui va être le fondateur du Lick Observatory, qui fut un des grands observatoires du début du XXe siècle, fait des expériences pour essayer de savoir si c'est vrai. Ce qu'il se dit, je vais essayer de reproduire le phénomène à une petite échelle pour le tester. Et donc ce qu'il fait, il prend deux écrans de carton qu'il perce de deux trous, qu'il met à une distance de 450 cm l'un de l'autre, et à travers lesquels il observe le ciel, tout au moins la partie qui n'est pas masquée par ces écrans. J'aurais dû mettre la figure à la verticale. Eh bien, ce qu'il observe, c'est que quelques étoiles sont tout juste visibles, mais notez, et c'est très important, qu'elles sont visibles à la limite de perception de l'œil si vous pointez dans la bonne direction. Si vous savez où est l'étoile, il faut qu'elle soit brillante. Si vous savez où elle est, peut-être que vous arriverez à la voir. Mais si vous regardez au hasard, dans le ciel à un endroit quelconque, vous ne verrez rien. Donc étoile tout juste visible à condition de pointer dans la bonne direction. Et effectivement, son faisceau de visibilité a un angle diamétral de 5 minutes d'arc. 5 minutes d'arc ou un millième à peu près de radian. Ça veut dire que c'est la même chose qu'une ouverture de 1,5 cm à 10 mètres de distance ou une ouverture de 1,5 m à 1 km de distance. Donc éventuellement, si vous êtes dans un puits bien vertical qui fait 1 km de profondeur et qui ne fait que 1,5 m d'ouverture, d'abord, je ne sais pas comment vous descendrez dedans, et éventuellement, peut-être, vous pouvez voir une étoile. Mais sinon, vous n'y arrivez pas. Et le dernier article qui met le clou dans le cercueil de la visibilité des étoiles en plein jour est dû à David Hughes, qui est un très bon
astronome, alors contemporain, je crois qu'il est maintenant, je crois qu'il est mort, mais il n'y a pas longtemps, et qui fait un article dans le journal de la Royal Astronomical Society en 83, ce qui montre que la question est toujours vivante. Et d'ailleurs, si vous allez sur Internet et que vous demandiez à votre moteur de recherche les étoiles sont-elles visibles en plein jour, vous allez voir énormément de références dans tous les sens, des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Et chez les amateurs d'astronomie, la question n'est pas toujours réglée pour tout le monde. David Hughes fait un bilan complet des observations faites avant lui et des expériences, des mesures, etc. Et il conclut ceci. L'observation diurne des étoiles depuis le fond des puits ou à travers les cheminées est un vieux marronnier astronomique. Le présent article passe en revue les comptes rendus de ces expériences légendaires et les tentatives pour les vérifier scientifiquement. Après avoir analysé la capacité de l'œil humain à distinguer les étoiles sur un fond de ciel clair, on en conclut que, alors typiquement anglais, regarder du fond d'un puits ou à travers une cheminée est la dernière chose à faire si l'on veut observer les étoiles. La question est donc sur le plan scientifique réglée désormais, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez rien voir aucun astre, et j'emploie délibérément le mot astre au lieu du mot étoile, en plein jour. Eh bien non, les deux astres les plus lumineux du ciel nocturne, à savoir deux planètes, Vénus et Jupiter, sont éventuellement visibles en plein jour, à condition de savoir où regarder. S'il fait très beau, que l'atmosphère est très sèche, qu'il n'y a pas de brume, surtout en haute atmosphère, et que vous savez où se trouve à peu près la région où se trouve Vénus, vous pouvez la voir et même la photographier, comme le montre la photographie suivante. Alors, Vénus est un tout petit point, mais photographié de jour, et là, dans le cercle, vous avez ce qui se passe quand vous regardez avec des jumelles. Là, c'est un moment où Vénus va être occultée par la Lune, donc c'est un très beau spectacle. Et il en va de même pour Jupiter, que dans certaines conditions, on arrive tout juste à voir pendant le jour. Donc on ne voit pas d'étoiles, mais si vous vous intéressez suffisamment à l'astronomie, si vous avez envie de voir les planètes pendant le jour, c'est un joli défi à relever que de savoir où regarder et de vous y essayer. Alors malheureusement, j'aurais voulu vous proposer d'aller le voir un de ces jours, un de ces après-midi, mais en ce moment ça ne marche pas bien parce que Jupiter n'est visible que le matin très tôt. Et je vais conclure là-dessus, non seulement si vous avez le courage de vous lever tôt en ce moment, vers 6 heures du matin, vous avez la possibilité de voir un magnifique spectacle au petit jour, qui est un alignement de toutes les planètes principales. Vous voyez, à gauche, il y a le Soleil qui est pas loin de se lever. On est juste à l'aube. Jupiter vient de se lever. Et puis vous avez Jupiter, Vénus, Mars, Saturne et la Lune dans un magnifique alignement le long de l'écliptique. Et pour ça, il vous faut vous lever à 6 heures du matin, avoir un ciel très clair et regarder dans la direction plein est, évidemment, puisqu'il s'agit du lever du Soleil. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir démontré deux choses, je me répète. D'une part, il vaut la peine de s'intéresser à la façon dont les scientifiques sont vus par les autres, les profanes. Nous avons beaucoup de leçons à en tirer. Et que d'autre part, des questions, y compris apparemment extrêmement simples, comme peut-on voir les étoiles en plein jour, ont fait l'objet pendant des siècles et des siècles de débats avant de finir par retrouver une conclusion. C'est vous dire donc que lorsqu'on se pose des questions scientifiques nettement plus compliquées, par exemple au hasard sur des pandémies, problèmes de santé,
La question de l'expertise est une question extrêmement délicate et que, avant de faire confiance à un tel ou à un tel, il faut que vous vous donniez les moyens d'étudier les différentes sources, de les comparer et de vous faire une opinion critique. Je vous remercie.